Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de Charlotte-Douglas, en Caroline du Nord, bourdonnait d'activité ce matin-là. Il était à peine 8 heures, mais le terminal principal vibrait déjà de milliers de pas pressés, de voix mêlées, de valises qui roulaient à toute allure sur le carrelage brillant. Des annonces résonnaient dans les haut-parleurs. Le vol 238 pour Miami est désormais prêt à l'embarquement, porte 14A. Un parfum de café brûlant flottait depuis les comptoirs Starbucks, mêlé au relent de désinfectant matinal. Les employés d'entretien glissaient entre les voyageurs, armés de balais silencieux et de fatigue résignée. Les agents de sécurité balayaient la foule du regard, alertes mais blasés. C'était un jour comme un autre dans ce cœur mécanique de l'Amérique. Et pourtant, au milieu de ce tumulte banal, avançait une silhouette discrète mais singulière. Elia Carter, 10 ans, marchait seul mais sans crainte. Il portait un polo Ralph Lauren immaculé, un pantalon beige repassé avec soin, et des baskets Nike blanches qui n'avaient manifestement jamais vu une flaque de boue. Son sac à dos noir était porté haut sur les épaules, bien ajusté. Il marchait avec une retenue naturelle, une posture qui trahissait l'éducation, la discipline, et une certaine idée de lui-même que peu de garçons de son âge possédaient. Mais ce qui frappait le plus, c'était son calme. Ce n'était pas l'assurance arrogante de certains enfants gâtés. C'était une paix intérieure, cultivée par une vie entourée d'adultes qu'il aimait, qui lui avaient appris qu'il avait le droit d'être là partout, autant que n'importe qui. Dans sa main, il tenait un billet d'embarquement plastifié, rangé dans une pochette bleue marquée du logo d'Astra Airlines. Il s'agissait du vol 427, première classe, destination, Los Angeles. Un vol transcontinental de 5 heures. Elia ne regardait pas son téléphone comme les autres enfants. Il observait les panneaux, les visages, les détails. Il avait été déposé un peu plus tôt par Marie, sa nourrice depuis qu'il avait 3 ans. Une femme noire dans la soixantaine, à la voix douce, au sourire lent, au regard qui savait lire les âmes. Elle lui avait ajusté le col de son polo une dernière fois, comme une mère avant une rentrée scolaire. « Et tu te tiens droit, mon cœur. Comme toujours, tu marches avec ton nom, pas avec tes peurs. » Puis elle l'avait embrassé sur le front et l'avait regardé s'éloigner, les larmes aux yeux, mais fière. Arrivé à la porte 21A, Elia tendit calmement son billet. Un homme derrière le comptoir le regarda sans un mot, attrapant le papier d'un geste sec. Il portait un uniforme trop serré, une cravate tordue et un nom brodé sur son badge, Air Anderson. Il avait des yeux clairs, presque gris, et un air fermé, comme si sourire était un luxe trop coûteux. Il tapota quelques secondes sur son terminal, puis releva la tête vers Elia. Ses yeux s'étrécirent. « Tu es sûr que c'est ton billet ?» demanda-t-il, la voix aiguisée comme une lame. Elia ne baissa pas les yeux. « Oui, monsieur. » Il y eut un silence suspendu, presque électrique. Anderson l'escruta de haut en bas. Le polo. Les baskets. La pea un oire. Le regard droit. Tout en lui semblait l'irriter sans qu'il sache pourquoi. Première classe, répéta-t-il avec un rictus incrédule. Tu plaisantes. Puis, avant qu'Elia n'ait le temps de répondre, Anderson déchira le billet en deux, lentement, délibérément, sans un mot de plus. Le bruit sec du papier froissé fit sursauter une femme dans la file d'attente. Le geste avait la violence muette d'une gifle. Les morceaux tombèrent au sol. Elia baissa les yeux, puis se pencha lentement pour les ramasser. Pas un mot. Pas une larme. Autour, plusieurs passagers regardaient, immobiles, choqués. D'autres, gênés, détournaient les yeux, comme si voir l'injustice sans y réagir les rendait moins complices. Anderson s'approcha d'un pas. « Tu vas retourner à l'arrière de l'avion, garçon. C'est pas l'endroit pour toi. » Il avait appuyé sur « toi » comme on crache un mot amer. Elia sentit un nœud se former dans sa gorge, mais il le repoussa. Son père lui avait dit un jour, « La colère, on la garde comme une arme. Et on apprend à viser juste. » Il inspira doucement. « Je vais appeler mon père, » dit-il, d'un ton calme, presque trop calme. Anderson ricana. Appelle-le, tiens. Peut-être qu'il travaille au terminal à bagages? Quelques rires étouffés fusèrent derrière. Un homme en costume grimaça de honte. Une hôtesse détourna les yeux, honteuse mais silencieuse.
Un agent de sécurité, un jeune homme noir, observa la scène depuis sa position, serrant la mâchoire sans oser intervenir. Elia recula, composa un numéro sur son téléphone. Et d'une voix posée, presque mécanique, il dit « Papa. C'est Elia. On m'a refusé l'accès à l'embarquement. Oui. L'agent a déchiré mon billet. Non, je n'ai rien fait. Il a dit que la première classe n'était pas pour moi. » Il écouta quelques secondes. Puis il répondit d'une voix plus basse. « Je suis à la porte 21A. » Et il raccrocha. 30 minutes plus tard, l'ambiance à la porte 21A avait radicalement changé. L'agitation habituelle de l'aéroport semblait suspendue, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Les passagers, debout ou assis sur les banquettes de cuir bleu, avaient tous les yeux tournés vers les 3 hommes en costume sombre qui avançaient d'un pas déterminé. Leur badge Executive Access brillait au niveau de la poitrine, mais c'était surtout leur prestance silencieuse qui imposait le respect. Ils ne regardaient ni à droite, ni à gauche. Ils ouvraient la foule sans dire un mot, comme un vent qui balaie l'espace. Au centre de ce trio marchait un homme noir, la quarantaine élégante, le port droit, l'allure de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Son costume gris anthracite, taillé sur mesure, tombait parfaitement sur ses épaules. Sa montre suisse, fine et sobre, témoignait d'un goût sûr et discret. Mais c'était son regard vif, profond, tranchant comme un scalpel qui retenait l'attention. Il ne souriait pas. Il ne haussait pas la voix. Il incarnait la tempête silencieuse. Son nom était Jonathan Carter. PDG et principal actionnaire de Astra Airlines, la compagnie que l'agent Anderson représentait ou plutôt venait de déshonorer. Jonathan Carter, peu habitué aux apparitions publiques, cultivait une discrétion rare à son niveau. Il était redouté dans les sphères économiques pour sa capacité à transformer les entreprises en or, mais aussi pour sa tolérance zéro envers l'injustice, surtout quand elle visait les siens. Ce matin-là, il n'était pas là comme dirigeant. Il était là comme père. Et sa colère, glaciale, était palpable. Il s'arrêta net devant la porte 21A, là où son fils Elia l'attendait. Le petit garçon, debout, toujours digne malgré l'humiliation, leva les yeux vers lui. Pas une larme. Juste cette tension contenue dans les épaules, ce besoin d'être fort. Jonathan posa une main rassurante sur son épaule. Puis, sans un mot de plus, il leva les yeux vers Anderson. Ce dernier était encore là, figé. Il n'avait pas fui. Mais son visage avait perdu toute arrogance. Il blêmissait, transpirait. Ses yeux allaient d'Elia à Jonathan, comme s'il cherchait désespérément une issue, un mensonge auquel se raccrocher. « Monsieur, je peux vous aider ?» balbutia Teil. Jonathan le ignora. Son regard ne le frôla même pas. Il s'adressa uniquement à son fils. « Elia, est-ce cet homme qui a déchiré ton billet ?» Il aiche ochalatete, simplement. « Oui, papa. » Ce n'est qu'alors que Jonathan tourna enfin les yeux vers Anderson. Son ton était bas, posé. Mais chaque mot était une lame. Agent Robert Anderson. Savez-vous que vous venez de violer plusieurs protocoles de sûreté et d'embarquement, en plus de commettre une discrimination manifeste fondée sur la race et l'apparence d'un enfant mineur? Anderson tenta de répondre, les mots s'emmêlant dans sa gorge. Je pensais que, je croyais qu'il, ce billet, ça semblait suspect. Ce que vous avez pensé, interrompit Jonathan, c'est qu'un garçon noir, seul, bien habillé, ne pouvait pas voyager en première classe. Vous avez cru que ce billet ne lui appartenait pas. Mauvaise supposition. Il marqua une pause. Puis ajouta, avec une lenteur glaçante. Car cette compagnie m'appartient. Un souffle parcourut la salle. Les passagers qui avaient assisté à la scène précédente se redressèrent un peu plus. Certains sortirent leur téléphone, d'autres chuchotèrent le nom Jonathan Carter, avec étonnement. Les employés du terminal, eux, se figeaient en silence. Jonathan continua, implacable. Vous avez humilié mon fils. Devant des dizaines de témoins. Pour rien d'autre que des préjugés racistes. Vous avez regardé la couleur de sa peau, puis le billet, et vous avez choisi d'y voir une fraude. Vous n'avez même pas pris le temps de vérifier. Il sortit son téléphone, appuya calmement sur une touche. Une voix répondit presque instantanément. Richard. Dit au DRH qu'un incident d'une gravité extrême a eu lieu à Charlotte. Porte 21A.
Suspension immédiate de l'agent Anderson. Je veux également un audit complet des procédures de formation sur les biais raciaux dans toutes nos équipes. Immédiatement. Anderson voulut parler, lever la main, s'expliquer. Il bredouilla. Monsieur Carter, s'il vous plaît, c'était une erreur, Mais les mots se perdirent. Jonathan le fixa un dernier instant. Vous ne travaillez plus pour moi. Et si mon équipe juridique identifie des atteintes aux droits de l'enfant, ce dossier pourrait aller plus loin. Puis, se tournant vers Elia, il dit doucement. Viens, fils. On embarque. Ils passèrent devant l'agent de remplacement, médusé, qui s'empressa de scanner le nouveau billet réémis. Elia marcha aux côtés de son père, la tête un peu plus haute. Dans les rangs, quelques personnes se mirent à applaudir doucement. Pas pour faire du bruit, mais pour saluer la dignité d'un enfant. Et la puissance tranquille d'un homme qui avait su défendre ce qu'il y a de plus précieux, la justice. Dans la première classe, quelques instants plus tard, Elia s'installa à sa place près du hublot. Le cuir blanc crème du siège contrastait avec son petit sac à dos bleu marine qu'il tenait encore sur ses genoux, comme un rempart entre lui et le monde. Il regardait le ciel, au-delà de la vitre, les yeux perdus dans une question plus vaste que son âge. Jonathan s'assit à côté de lui, calmement, sans dire un mot. Pendant quelques secondes, il observa son fils en silence. Il connaissait ce regard, celui qu'il avait eu enfant, après sa propre première humiliation. Un mélange de tristesse, de honte qu'on ne sait pas encore nommer, et d'interrogation sur sa propre valeur. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement, sans brusquer. Il aiche ausa les epaules. Oui, je crois. Un silence. Puis, les mots vinrent, brisés mais sincères. Mais je ne comprends pas, papa. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que je ne mérite pas d'être ici? Pourquoi il a regardé mon billet comme si c'était volé? Comme si moi, j'étais une erreur. Jonathan ferma les yeux un instant. Il savait que cette question viendrait. Il aurait préféré que son fils vive encore quelques années dans l'illusion que le monde est juste. Mais l'heure de vérité était venue. Et il refusa de mentir. Il se tourna vers lui et planta son regard dans le sien, grave, calme, aimant. Parce qu'il y a des gens, Elia, qui ont été élevés dans l'idée que la couleur de ta peau détermine ta valeur. Des gens à qui on a appris que ce siège, ici, cette cabine, cette place dans la vie, n'est pas faite pour toi. Et surtout, des gens qui n'ont jamais été forcés de remettre cette idée en question. Jusqu'à aujourd'hui. Elia baissa les yeux. Jonathan posa une main sur son épaule, ferme, rassurante. Mais écoute-moi bien. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à t'expliquer, ni à te justifier. Ton existence est ta légitimité. Tu es à ta place, partout où tu choisis d'être. Même quand d'autres veulent t'en exclure. Surtout quand ils veulent t'en exclure. Elia cligna des yeux, doucement. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Jonathan la sécha avec son pouce, sans rien dire. Il n'y avait pas de faiblesse dans cette larme, seulement la trace d'une maturité précipitée. Un steward s'approcha alors. Jeune, visiblement mal à l'aise, il tenait 2 verres de jus d'orange à la main. Son regard restait fixé sur le plateau, incapable de croiser celui de Jonathan. « Monsieur Carter, toutes nos excuses. Le commandant de bord vous adresse également ses excuses les plus sincères. Nous, si vous souhaitez qu'on annule ce vol, nous pouvons faire immédiatement. » Jonathan le coupa avec une courtoisie tranchante. « Non, ce vol aura lieu. Et il marquera un changement. » Le steward hocha la tête rapidement, presque soulagé d'être libéré, et s'éloigna sans un mot de plus. Jonathan regarda son fils à nouveau, puis tourna la tête vers l'allée centrale. Les autres passagers de première classe les observaient discrètement. Certains hochaient la tête avec respect. D'autres détournaient le regard. Mais une chose était claire. Ils savaient tout ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident avait déjà explosé sur les réseaux sociaux. Un passager avait filmé discrètement la scène à la porte 21A. Le ton glacial de Jonathan Carter, l'accusation claire, la dignité d'Elia debout face à l'humiliation. Les partages se comptaient en millions. Des hashtags comme hashtag justice pour Elia, hashtag FlyWhaleBlack et hashtag Carter réagit envahissaient les tendances mondiales. Des célébrités prenaient position. Des parents racontaient des histoires similaires.
Le débat a été lancé. Astra Airlines réagit rapidement. Un communiqué officiel fut publié. Astra Airlines réaffirme son engagement absolu envers l'égalité, la dignité et la tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Des mesures disciplinaires immédiates ont été prises, et un plan d'action renforcé est en cours pour garantir que tous nos employés soient formés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Robert Anderson fut licencié dans la journée. Non seulement pour faute grave, mais pour avoir terni l'image d'une compagnie construite sur des valeurs d'excellence et d'inclusion. Et dans une interview exclusive accordée à Forbes, Jonathan Carter s'exprima sans détour. Le racisme n'a pas besoin d'un uniforme pour se montrer. Parfois, il porte une cravate. Parfois, il tient un billet d'avion. Parfois, il dit simplement « je pensais que ce n'était pas pour vous ». Mais tant qu'il y aura des enfants comme Elia, dignes malgré l'injustice, il y aura aussi des pères comme moi pour exiger des comptes.